J'invite tout de suite le premier porteur de projet à me rejoindre pour commencer sa présentation. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir un temps d'immersion de 10 minutes sur chaque projet pour que vous puissiez bien vous imprégner du travail qui a été élaboré avant d'attaquer la table ronde. Merci. Bonjour à tous, à toutes et aux internautes qui nous suivent. Donc, je m'appelle Marina Viguier, donc je suis chargée de projet d'éducation aux médias et à l'information au sein du groupe SOS à la radio RAGE. La radio RAGE, c'est une radio associative pour la jeunesse et les étudiants, initialement. Et puis, au fur et à mesure des années, ça a un peu changé d'objectifs et d'objets. Donc, en fait, c'est une radio qui est basée en Île-de-France depuis 6 ans. Et en fait, on est une radio qui en fait fait de la découverte musicale de nouveaux groupes de musique, etc. Mais on fait aussi de la promotion d'initiatives culturelles et associatives au sein des territoires. Donc on est historiquement basé à Avignon, Nice, Marseille, Nîmes et à Paris. Et depuis 5 ans, en fait, on a décidé de lancer, avec les journalistes qui sont animateurs et rédacteurs au sein de la radio, des ateliers d'éducation aux médias et à l'information. Donc en fait, on va auprès d'écoles, de centres sociaux, on va auprès de centres éducatifs fermés. On a commencé à discuter avec des mineurs placés sous main de justice. On va même dans des maisons de retraite. On a déjà fait ça aussi, donc c'est pas que les jeunes. Et où en fait, on va créer des podcasts avec le public. Donc ce qui est intéressant avec notre démarche, c'est qu'en fait, on peut parler de beaucoup de sujets. C'est-à-dire qu'on va parler de fake news, puisque c'est à la mode quand même, enfin ça l'a toujours été, mais en ce moment plus particulièrement. On va parler d'Internet, de réseaux sociaux, mais aussi d'environnement, de laïcité, de vivre ensemble, de lutte contre les discriminations. On va même faire de la lutte contre l'illettrisme. Parce qu'écrire un podcast, une chronique radio, c'est écrire son texte. C'est apprendre à parler dans un micro. Parce qu'on ne parle pas dans la vraie vie comme on parle dans un podcast ou à la radio. Donc il y a un vrai enjeu, il y a des vrais sujets qui font progresser les jeunes à plusieurs égards. Et aussi sur le sujet de la confiance en soi. Parce que pour la première fois, certains jeunes s'expriment et on leur demande d'avoir une opinion et des idées et de les dire. Et ça aussi, c'est quelque chose. Donc en fait, alors, je vais essayer de changer de slide, c'est bon. Donc en fait, dans le cadre de cet appel à projet donc de la FFAS, on a fait des chroniques radio sur le sujet donc, de l'alimentation, du bien manger. L'idée, c'était de faire une vingtaine de chroniques radio avec des jeunes pour qu'ils créent leur propre message de prévention. Et finalement, ça a un peu dérivé, parce qu'on n'a pas fait que ça. Et notamment, on parlait des échecs, c'est pas vraiment un échec, mais qu'on a dû se réadapter en fait sur le terrain parce qu'on a intervenu dans plusieurs établissements, notamment donc là où je vais faire un zoom, le centre social du Babelville, mais aussi par exemple dans un collège au Lilas, qui est quand même une autre population par rapport à le Babelville, qui est un quartier dit politique de la ville, donc qui est des quartiers un peu populaires avec une grande mixité sociale. Donc je vais faire le zoom là-dessus. Mais je vais parler un peu de notre pédagogie. Donc en fait, l'outil radio, ça nous permet de faire une pédagogie du détour. C'est-à-dire, en fait, on rompt avec une approche traditionnelle de l'éducation. Parce qu'en fait, là, on va faire... c'est les jeunes qui vont faire. En fait, ils apprennent en faisant. Et ils vont créer leur podcast. Et donc, les messages de prévention, en général, on va donner le message de prévention aux jeunes et ils vont l'entendre ou pas. Ça dépend un peu comment il est donné, je pense. Et là, on leur fait faire un message. Et donc, du coup, on pense que l'assimilation, elle se fait beaucoup mieux quand on fait faire aux jeunes plutôt que quand on leur fait, entre guillemets, subir. C'est un peu violent comme mot, mais voilà. C'est un processus qui est non infantilisant et je pense que c'est important d'appuyer là-dessus. Donc, comme je disais en introduction, l'outil radio, ça nous permet d'aborder beaucoup de sujets. Et en fait, quand on voit, par exemple, dans un centre social du Babelville, les jeunes qui sont venus dans notre atelier, ils n'étaient pas obligés de venir. Donc si on leur avait dit, on va parler de bien manger et on va parler de nourriture équilibrée, etc., je pense qu'on n'aurait eu personne. Ils ne seraient pas venus. Parce qu'en plus, c'était pendant des vacances scolaires, ils ont plein d'autres activités, piscine, etc. à faire. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on leur a dit, on va faire un atelier sur être journaliste. Et vous allez créer votre émission radio, on va faire un truc un peu cool, etc. Et on va vous faire parler un peu de tous les sujets. Et en leur disant ça, quand ils sont venus, on leur a fait donc notre atelier traditionnel qui est de dire comment fonctionne une radio, un média, comment fonctionne une conférence de rédaction, comment on vérifie ses sources, comment on crée un sujet. On leur a fait parler un peu au micro, etc., etc.
Et en fait, on a réussi à leur faire parler, à disséminer un peu du bien manger. Et puis on a commencé à leur parler du marché de Belleville, qu'est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils aiment manger. Et de là, on a commencé à créer les chroniques radio et à leur faire parler de la nourriture et de la façon dont ils s'alimentent, quel rapport ils ont à la nourriture, etc., etc. Ce qui est important dans cette approche, c'est qu'on parle aussi beaucoup de sens critique. Et ça, je pense que c'est le cœur de notre projet, quel que soit le sujet qu'on aborde, c'est le sens critique. Parce qu'on leur apprend à vérifier leurs sources. On leur apprend à, quand ils lisent sur Internet, parce que principalement ils s'informent sur Internet, maintenant les jeunes, hein, c'est plus la télé et la radio, ou encore moins la presse papier, vous imaginez bien. Et donc du coup, on leur apprend à se poser des questions par rapport au contenu qu'ils lisent. Et je pense que c'est intéressant quand on en parle par rapport à l'industrie alimentaire ou ces choses-là, parce qu'ils sont beaucoup sur YouTube à regarder des chaînes vidéo, des choses... Et du coup, on leur apprend à se dire... Est-ce qu'on va croire tout ce qu'on me dit? Est-ce que quand McDonald's dit nos produits ils ont l'air sains, etc., etc., est-ce que c'est vrai? Et du coup, ils se posent des questions. On me fait signe que je dois me dépêcher. Donc je vais juste faire un petit zoom là-dessus sur le centre social Babelville. Ce qui a été intéressant, c'est qu'on avait beaucoup d'enfants qui étaient issus de l'immigration, de beaucoup de nationalités différentes, et qui en fait ont beaucoup parlé de leurs plats et de leur culture. On a eu en fait une espèce de discussion sur la culture culinaire qu'ils avaient, et c'était très intéressant de parler du coup du marché de Belleville, et c'est là où les chroniques, on a beaucoup parlé de ça, parce qu'en fait ils nous parlaient, chez moi au Mali, on mange ça, on a tel légume qu'on trouve sur tel stand au marché, et il y a telle odeur qui me rappelle tel plat, etc., etc. On a fait aussi des recettes imaginaires. Donc ça, c'était intéressant aussi, c'était rigolo. Et donc, du coup, ils nous parlaient vraiment tous de leurs différentes... Moi, j'ai découvert des plats ou des fruits et des légumes que je ne connaissais même pas. Donc, c'était assez mignon et assez drôle, d'ailleurs. Et pour faire un parallèle aussi avec un des autres ateliers qu'on a fait, on en a fait un Porte des Lilas. Donc là, dans un collège plutôt bourgeois, entre guillemets. Je mets d'énormes guillemets sur ce que je dis. Mais là où les jeunes nous ont plus parlé de bio, du vegan, de la culture végétarienne, etc. Mais aussi, ils nous parlaient plus de plats transformés. Eux, ils nous disaient « Ah, j'adore le fast-food ». Alors qu'à côté de ça, les jeunes qui étaient plutôt des primo-arrivants ou issus d'immigration un peu indirecte, eux nous parlaient plutôt de maman qui fait des plats. Et là, je trouvais qu'il y avait une différence qui était assez marquée entre les deux. Et donc, pour terminer, parce que du coup, je suis dans les temps, en fait, je vais vous faire écouter un tout petit extrait d'1 minute sur une recette qu'on a eue, du coup. Ah, mince, non. Ah, c'est bon, je vais y arriver. Maintenant, je vais vous parler de mon plat préféré présenté par Rama et Tara. De quoi vas-tu nous parler? Je vais vous parler de poulet braisé. Pourquoi tu veux nous parler du poulet braisé? Parce que c'est un plat que j'aime beaucoup. Ah, c'est chaud? Oui. C'est fait à base de quoi? Je ne sais pas d'où cela vient, mais j'ai appris avec ma mère à revisiter en rajoutant ses touches perso d'artiste cuisinière avec du cube magie ou accompagné de banane planta ou encore de couscouma, une sorte de pain de mes origines des Comores. Pourquoi tu aimes ça? Ce qui me plaît, c'est qu'avec des choses toutes simples comme le poulet et les frites, on puisse donner des notes de caramel grâce à la cuisson de barbecue. Mais Wassila, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Déjà, on peut en manger toute l'année. Et ce qu'il y a de plus spécial, c'est la sauce verte faite à base de avocat, persil, etc., etc. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir et à la semaine prochaine. Donc du coup, je vous ai mis juste un petit extrait d'1 minute. Je vous ai pas mis les recettes imaginaires, mais qui étaient aussi très drôles à base de morve de dragon, etc. Et juste pour conclure, donc, ce public-là, du coup, était entre guillemets un peu plus difficile que, par exemple, les jeunes qu'on avait en collège. Donc avec ce public-là, on a moins fait de la création de spots de prévention, par exemple, où on a plus parlé de leurs habitudes et ce qu'eux connaissaient. Et avec les élèves, par exemple, du collège, où là, on était entouré en plus de profs de SVT, etc. Là, on a pu faire des messages de prévention sur manger des fruits, des légumes, manger bio, etc. Donc ça, c'était assez intéressant. Toutes nos productions, on peut les écouter en ligne parmi toutes les autres qu'on fait dans d'autres sujets. Vous pouvez aller sur le site www.rage.fr et dans l'onglet formation, vous pouvez réécouter nos chroniques. Donc il y en a plusieurs qui sont sur le sujet de l'alimentation et parfois même hors cet appel à projet, il nous arrive de reparler de nourriture parce que curieusement, c'est un sujet que les jeunes, ils adorent parler de nourriture. Et parfois, on arrive même à les faire venir dans des ateliers qui sont pas très
attrayant a priori, juste parce qu'on leur dit il va y avoir de la nourriture gratuite. Voilà. Si c'est vrai, je vous jure, ça marche bien. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus, merci de nous écouter. Donc, je suis Florence Poirier, je suis responsable de prévention à la Mutualité française Pays de la Loire. La Mutualité française est une fédération de mutuelles qui regroupe de nombreuses mutuelles. La fédération vise à développer un certain nombre de services au bénéfice donc des adhérents de ces mutuelles, mais pas seulement, aussi au bénéfice de l'ensemble de la population. Et pour ce faire, le service prévention de la Mutualité française donc, développe des actions à destination du grand public, et notamment là, une action que je vais vous présenter aujourd'hui, le plaisir de manger sans se ruiner, qui a été créée avec des élus de ces mutuelles en Pays de la Loire. Ces élus se sont réunis entre 2015 et 2016 pour élaborer ce projet. Alors, on est parti évidemment d'un contexte général qui, évidemment, vous les connaissez tous, les inégalités sociales de santé et de précarité qui génèrent d'importantes disparités, notamment sur les comportements alimentaires. On s'est appuyé évidemment sur des études et puis on a fait un petit peu un partage de culture, justement, autour de ces questions de promotion de la santé avec les élus mutualistes. Et qui explique des comportements qui ont trait notamment à des difficultés financières, des envies de répondre à des on va dire des informations ou en tout cas des discours de consommation, des manques d'informations aussi, mais aussi parfois des limites dans les moyens des uns des autres pour s'alimenter. Donc le projet vise à aborder le thème de l'alimentation à petit budget et donc pas seulement de la question de la qualité nutritionnelle, mais bien plutôt d'aborder les questions de plaisir, d'alimentation de façon assez simple. Donc l'objectif étant dans ce projet de travailler avec des structures locales implantées sur les territoires qui sont amenées à travailler avec les publics les plus précaires. Alors dans les publics les plus précaires, on va retrouver les populations les plus fragiles, que ce soit les jeunes, dans le passage entre les moments de vie en famille et puis le passage vers l'âge adulte où on devient autonome notamment pour s'alimenter. Les populations fragiles, c'est aussi les personnes âgées, mais c'est aussi les personnes vivant dans des quartiers dits plus précaires ou plus prioritaires que d'autres, mais aussi les populations porteurs de handicap. Les objectifs de notre projet, c'est donc de développer la réflexion et les échanges, les pratiques autour de l'alimentation équilibrée à petit budget et de donner des clés pour mettre en pratique des nouveaux comportements ou renforcer les comportements existants. De façon plus opérationnelle, il s'agit d'informer, contribuer à l'acquisition de connaissances sur le plaisir, le petit budget, l'alimentation équilibrée. Il s'agit également d'interroger les représentations de chacun, justement, sur l'équilibre alimentaire à petit budget, d'accompagner le public, les bénéficiaires de l'action, pour mettre en place des comportements avec des choix éclairés, notamment en mettant à disposition des outils que je vais vous présenter tout à l'heure. De favoriser évidemment les échanges, le partage, la pratique au travers d'ateliers, et puis de mobiliser et d'impliquer les acteurs de proximité qui sont amenés à travailler avec ces différents publics. Alors, les messages de prévention qui sont essentiellement proposés lors de ce projet, c'est de mettre l'accent sur le plaisir de manger, de cuisiner, de partager un repas simple et équilibré à petit budget. On n'oublie pas que dans l'alimentation et dans le fait de se nourrir, il y a aussi toute une approche aussi en termes de partage, de sociabilité, d'échange, qui est aussi essentielle évidemment sur les questions de nutrition. Alors les outils qu'on utilise dans ce projet sont assez variés et s'adaptent en fonction du projet et du contexte, puisque ce sont des projets que l'on mène avec les acteurs de territoire, qu'ils soient maisons de quartier, qu'ils soient centres sociaux, qu'ils soient associations, etc. Et qu'on adapte en fonction du partenaire. Chacun des partenaires travaille sur ces questions-là, a déjà des ressources, et on va utiliser et développer certains outils en fonction des besoins, des réalités
de territoire, des besoins des publics. On a par exemple un quiz participatif sur l'alimentation qui permet de diffuser de l'information sur l'alimentation à petit budget, travailler sur les idées reçues. Voilà, qu'on peut trouver sur le site internet de la Mutualité française. Un débat théâtral, Bonne chère, pas chère, qui a été créé par la troupe Entrée de jeu, qu'on a créé avec les élus en groupe de travail et la troupe qui vise donc qui s'adresse au grand public et qui a pour objectif d'informer et de contribuer à l'acquisition de connaissances grâce à un format un peu original. Un débat théâtral, c'est des scènes qui sont jouées et puis on propose au public d'interagir, soit en montant sur scène, soit en posant des questions, et la troupe rejoue la scène en fonction des propositions du public. Je vous propose d'ailleurs, si vous le souhaitez, une petite illustration en vidéo. On va tout simplement diviser la séance en 2 temps. Dans un premier temps, on vous propose de voir notre spectacle. Vous regardez tranquillement de votre place, en essayant de voir quels sont les problèmes posés, pourquoi des fois ça ne se passe pas très bien, et surtout, selon vous, qu'est-ce que vous auriez pu faire à la place de tel ou tel personnage. Parce qu'ensuite, dans un deuxième temps, on va passer au débat théâtral, c'est-à-dire qu'on va rejouer les scènes une deuxième fois. Au moment où vous ne serez pas d'accord, vous me ferez signe et moi, j'arrêterai la scène. Et au lieu de dire, vous savez, son idée de sa place comme dans un débat traditionnel, ben, puisqu'on fait du théâtre, on va vous demander un tout petit peu plus. C'est-à-dire que la personne qui a une idée, elle aura l'énorme avantage de pouvoir venir remplacer un de nos personnages ou de se rajouter en tant qu'autre personnage pour venir mettre en place son idée. Table, les enfants, on est déjà là. Maxime, on t'attend. Allez, maman. Oui. C'est quoi ça? C'est pas du coca? Tu baisses. C'est dégueulasse. Dis donc Maxime, tu goûtes avant de critiquer, tu baisses d'un ton déjà, et puis c'est du cola, c'est pareil mais c'est moins cher. Mais c'est pas du coca, c'est pas la bonne marque, c'est nul. De toute façon, les sodas à table, ça coupe l'appétit. C'est vrai. Ouais, bah comme ça, je mangerai moins, hein, comme ça vous serez content, ça vous fera économiser. Oh, quand ça discute dans le public, là, on fait quoi, la face du gamin comme ça, là? Eh ben, je supprime son jeu. Ouais. Ah, Venez, on commence déjà par ça. Un peu d'autorité, s'il vous plaît, on y va, on applaudit. Pas le soda, là, je vais en chercher. Au lieu de prendre du soda, tu prends le pichet, tu mets de l'eau dedans, s'il te plaît, et tu la ramènes sur la table. Très bonne idée, mon La bouteille chéri. de vin, ça. On peut pas avoir un peu de sirop comme à la télé Maman, c'est quoi ça? C'est pas du coca, hein, c'est dégueulasse. Oh, Eh ben, c'est très bien, c'est dégueulasse, t'en bois pas, tu viens à table. s'il te plaît. Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment repasser un Graus à l'aide d'un simple fer à vapeur. Voilà, donc ça c'est une petite illustration effectivement du débat théâtral. C'est toujours un peu cocasse, ça fonctionne très bien. Les publics se mobilisent bien sur ce type d'action. On a d'autres outils, une exposition Petit Resto Santé. Ce sont des kakémonos que l'on anime pour parler des familles des aliments, des petits déjeuners, de l'activité physique aussi, toujours en lien avec l'alimentation. Et puis, les ateliers que l'on déploie à la suite du débat théâtral, où on invite les participants à venir participer donc à des ateliers autour de l'alimentation sans se ruiner, donc la connaissance, les attentes de chacun, l'équilibre alimentaire à petit budget. Une autre séance qui peut se faire sur les trucs et astuces pour faire ses courses, pour lire les étiquettes, pour faire face aussi aux communications publicitaires, au marketing, etc. Développer son
son esprit critique, donc. Et puis d'autres séances autour de s'organiser dans la cuisine, comment éviter le gâchis, etc. Il y a aussi d'autres outils qu'on utilise et qu'on remet aux participants, comme un calendrier permanent avec des recettes que l'on peut trouver également sur le site. Voilà. Et puis, au travers ce projet, c'est plusieurs résultats qu'on souhaite à viser, évidemment, permettre aux personnes de développer des compétences pour prendre des décisions, développer l'habileté, les liens entre les participants, mais aussi permettre à ces acteurs de territoire de pouvoir créer du lien et poursuivre des projets. Voilà. Merci beaucoup, on me fait signe que c'est fini. Bonjour, donc je suis Laurent Chivalon, je suis responsable d'une direction du Centre communal d'action sociale de la ville de Bordeaux. Donc le Centre communal d'action de la ville de Bordeaux qui porte donc un projet et une action qui a le doux nom de Relais Popote. Donc l'idée générale en fait part en fait de l'action du Centre communal d'action sociale de la ville de Bordeaux qui depuis de nombreuses années en fait anime des temps de rencontres et de coordination avec les acteurs de l'aide alimentaire sur la ville. Il y a 5 ou 6 ans, effectivement, dans ces rencontres-là, il est apparu qu'il y avait de nouveaux publics que les associations recevaient sur leur lieu de distribution, notamment des familles qui posaient des difficultés en termes d'accueil du fait de la présence d'enfants, qui pouvaient générer des difficultés sur la cohabitation avec des personnes adultes. Et puis aussi le constat de personnes qui recevaient des denrées alimentaires qui ne convenaient peut-être pas obligatoirement à ce qu'ils attendaient, avec aussi le constat qu'on jetait des choses à la sortie de ces lieux de distribution. Donc une réflexion s'est engagée autour de cette question-là. Sur ces réunions-là participe aussi le 115, enfin la structure qui gère le 115 sur Bordeaux, et qui, elle, alertait aussi sur le nombre de familles qui augmentait sur de l'hébergement en hôtel. Donc l'ensemble de ces difficultés nous a amené donc à imaginer un dispositif qui répondait, de manière, je voudrais dire un peu basique, mais bien évidemment avec l'idée que cette première réponse enclenche d'autres réponses. Je vais essayer d'aborder un petit peu tous les aspects. Donc le principe est assez simple. En fait, l'idée c'était de proposer des espaces de préparation de repas pour des personnes et plutôt des familles qui étaient donc logées dans des conditions qui ne leur permettaient pas de cuisiner. Donc pour cela, il fallait trouver bien évidemment des cuisines. Donc on a décidé de s'appuyer sur le réseau de partenaires qu'a la ville et qui ont des locaux sur la ville de Bordeaux, qui peuvent avoir des cuisines à l'intérieur de ces locaux et des cuisines qui ne sont pas utilisées de manière permanente. En tous les cas, pas tous les jours ou pas le midi et le soir. Voilà. Donc on a mobilisé cette possibilité-là et certains partenaires, donc des centres sociaux, des associations qui avaient des cuisines dans leurs locaux ont proposé d'accueillir des familles sur ces espaces. L'idée était bien d'aller sur, de pas avoir une réponse de masse. L'idée c'était d'aller tout de suite vers une proposition qui allait vers du qualitatif. Donc les espaces qui sont mis à disposition ne sont pas obligatoirement immenses, ce n'est pas des cuisines générales ou des cuisines de collectivité, c'est des petites cuisines souvent qui permettent d'accueillir 2-3 familles à la fois. Et avec l'idée aussi que les activités des structures qui accueillent soient mises en relation avec la venue de ces familles. Il s'est posé ensuite la question des produits qui allaient être cuisinés. Donc là-dessus, on s'est appuyé sur l'existant, mais aussi avec l'idée de laisser de l'initiative aux familles, donc de pas proposer obligatoirement des denrées sur le lieu où elles allaient se rendre,
Et puis aussi de développer, d'aller sur de la lutte contre le gaspillage et de développer une collecte avec des commerçants qui seraient solidaires de cette action et qui n'étaient pas collectés par la banque alimentaire, donc plutôt du petit commerce de proximité en fait. Donc il a fallu aussi organiser cette collecte qui s'est faite elle aussi avec un réseau, et notamment avec une association avec une entreprise d'insertion qui fait de la collecte et en développement durable aussi, puisque ça se fait en vélo. Donc sur ces commerces-là, de la redistribution des invendus sur les lieux qui sont ouverts pour les préparations de repas. J'ai perdu un peu le fil de ce que je voulais dire, mais ça va revenir. Il me semblait qu'il y avait un aspect important que je voulais... voilà. Donc l'action se développe à peu près depuis 3 ans. La question du contact avec les familles aussi a été quand même une question importante parce qu'il fallait arriver à contacter les familles les unes après les autres dans les lieux où ils habitent, enfin où ils logent. Et c'est souvent très complexe puisque il y a tout un dispositif d'accueil d'urgence et avec des logiques qui sont parfois très complexes pour les familles, notamment des changements d'hôtel pour que les familles ne s'habituent pas dans l'hôtel où elles sont pour qu'il n'y ait pas de soucis quand elles sont obligées d'en sortir. Bon. Ça peut être critiquable, mais ça fonctionne comme ça. Et aussi des familles qui restent souvent sur des temps très longs. Ça peut être des temps de 6 mois, 1 an sur l'hôtel. Donc, quand on est avec des enfants et sans pouvoir cuisiner, très vite se posent les problèmes d'accès à l'alimentation, à une alimentation saine et puis à une nourriture de qualité pour les enfants. Donc c'est vrai que très vite, depuis 3-4 ans que l'action est en place, des familles se sont vraiment très vite emparées en fait, de cette proposition. Alors sur des modes aussi très, très diversifiés, c'est ça qui est peut-être intéressant dans le projet, c'est qu'il est modulable en fait en fonction des familles, des attentes des familles, de la capacité aussi d'accueil des structures. Hein. Et donc certaines familles y vont régulièrement sur les jours où elles sont ouvertes, d'autres y vont et préparent des quantités assez importantes et les ramènent sur les lieux où elles habitent pour les consommer ensuite. Il y a des pratiques aussi de partage, ce qui est vraiment intéressant et ce qu'on essaie maintenant aujourd'hui de développer, c'est-à-dire des familles qui vont échanger des plats ou des recettes, et puis aussi surtout qui vont apprendre du lieu où elles vont. Parce qu'en fait, dans les lieux où elles vont, il peut y avoir d'autres pratiques de cuisine, une grande partie quand même des familles sont sur des parcours de migration, hein, puisque c'est des familles qui sont souvent sur des demandes d'asile, parfois déboutées. Donc voilà, il y a ce partage-là aussi en termes de savoir cuisiner. Et puis petit à petit aussi, mais c'est vrai que c'est plus... c'est un petit peu, enfin, comme l'ensemble du projet, hein, ça s'est développé sur la base sur laquelle il était parti, des conseils ou en tous les cas des messages sur des bonnes pratiques en matière de cuisine et d'alimentation, effectivement, quand on peut constater certaines habitudes qui peuvent paraître néfastes pour la santé. Voilà. Donc c'est un projet. Alors quand effectivement on avait préparé la table, la conférence, la table ronde d'aujourd'hui, se posait la question de la transférabilité des projets. Hein. Donc c'est vrai que c'est un projet qui est complexe en fait en termes de coordination, et c'est pour ça qu'on avait fait appel au FAS pour le soutien du FAS, notamment sur ce projet-là, pour développer un poste de coordination. Parce qu'effectivement, ça concerne beaucoup d'acteurs dans des domaines différents. Et en même temps, une fois que cette mobilisation est en route, ça crée vraiment une dynamique qui fonctionne un petit peu toute seule, qu'il faut entretenir, mais qui peut fonctionner seule parce que tout le monde a des ressources et est content de les mettre un petit peu ensemble pour un même projet. Donc c'est tout à fait transférable. C'est transférable, et puis ce qui me semble important, c'est d'insister aussi sur le fait que c'est un dispositif qui est tout à fait qui ne révolutionne pas les choses, mais qui est vraiment très complémentaire à d'autres propositions pour les populations auxquelles il s'adresse, hein, et puis qui est sur du développement durable, hein, donc pas seulement sur le volet alimentaire, mais un petit peu dans tous les domaines.
Voilà, non, mais j'ai presque fini, il me semble. Vous voulez qu'on passe peut-être la vidéo? Alors, par contre, je n'y connais rien. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, la vidéo que vous allez voir, elle développe beaucoup. C'est toujours complexe de filmer les personnes dans les lieux où elles sont. Elle développe plutôt le volet récupération en fait d'invendus avec l'association, enfin l'entreprise intermédiaire avec laquelle on travaille. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je suis Raphaël Chailloux, responsable projet au sein du programme Vivons en Forme. Alors, le programme Vivons en Forme, qu'est-ce que c'est? C'est un programme qui est porté par l'association Fédérons les villes pour la santé et qui a pour objectif de faire changer les comportements en termes d'alimentation, activité physique, sommeil et bien-être des habitants des communes. Donc, il repose en fait sur la mobilisation communautaire et sur la montée en compétence des acteurs locaux. Donc ça peut être les personnes qui encadrent les enfants lors du temps du midi, les animateurs du périscolaire, les personnes qui travaillent dans les associations, les structures sociales, caritatives, les enseignants. Enfin, voilà, on mobilise vraiment toutes les structures de la ville pour faire passer en fait les différents messages de prévention santé sur différentes thématiques. Donc l'alimentation, activité physique, sommeil et bien-être. Donc je vais vous présenter en fait le projet Vif aux courses qui consiste à identifier et lever les freins de la transférabilité du projet OptiCourses au sein du réseau des villes Vivons en Forme.
Alors, le contexte du projet, c'est que le programme Vivons en Forme s'est associé à l'équipe du programme de recherche-action OptiCourse, conçu par en fait, les équipes de l'INRA de Marseille, avec Nicole Darmon, qui est docteur en nutrition et directrice de l'INRA de Marseille, Ingaiji, qui est spécialisée en éducation à la santé, et Christophe Dubois, qui est nutritionniste. Et on s'est également associé au CREDOC pour étudier la transférabilité donc, de ce programme au sein du réseau des villes Vivons en Forme. Donc on a actuellement 252 communes qui font partie du programme. Et en fait, le programme OptiCourse s'intègre parfaitement dans la démarche du programme Vivons en Forme, parce que l'un des principaux objectifs, c'est contribuer à réduire les inégalités sociales de santé en matière d'alimentation, en accompagnant les familles à modifier durablement et en profondeur leur mode de vie. Alors, la cible de ce projet, ce sont les travailleurs sociaux. Alors, c'est les personnes qui travaillent du coup avec les familles voilà, en difficulté financière. Donc, ce sont souvent globalement des profils ESF, économique, social et familial, avec comme des animateurs voilà, dans les centres sociaux, qui mettent en place des ateliers collectifs et qui travaillent avec des familles qui ne bénéficient pas exclusivement de l'aide alimentaire. C'est-à-dire que ce sont des familles qui font quand même en partie leurs courses, et donc on peut leur mettre en place des ateliers pour leur donner des stratégies d'achat pour faire des courses et optimiser leurs courses. Et donc l'objectif de ce projet, c'est toucher de nombreuses familles en difficulté et leur montrer qu'il est possible de manger équilibré avec un petit budget. Et donc ainsi améliorer le rapport qualité nutritionnel-prix des achats des personnes qui ont des difficultés financières. Alors, comment ça fonctionnait le projet? C'est que l'équipe de l'INRA de Marseille a formé 2 responsables projets, donc moi-même, ingénieure en nutrition, et ma collègue qui est spécialisée en sociologie. Et donc, ils nous ont formés en fait au programme OptiCourse. Et donc, ensuite, on a testé ce programme-là dans 2 villes pilotes du programme Vivons en Forme. Suite à cela, on a affiné, modifié les outils. Et ensuite, on a déployé le programme dans les villes du programme Vivons en Forme. Alors, comment ça s'est passé globalement, la transférabilité? C'est qu'on a testé tout d'abord, la première ville pilote, c'était la ville d'Évreux. Donc le Living Lab a eu lieu donc, en février et mars 2017, où là, c'est les équipes d'OptiCourse qui ont mis en place la formation. Et donc, nous, le programme Vivons en Forme, on a assisté à ces formations. Ensuite, à Onnain, donc, qui est une ville de Valenciennes Métropole, ce sont nous, le programme Vivons en Forme, qui avons mis en place la formation OptiCourse, assistés par les équipes conceptrices d'OptiCourse. Et également avec le CREDOC, qui s'est occupé en fait, de l'évaluation. Et suite à ces deux villes tests, on a identifié en fait 3 principaux freins. Le premier, c'est que on doit, pour les formations OptiCourse, on doit mobiliser 3 jours les travailleurs sociaux. Et on s'est rendu compte que c'était compliqué en termes de disponibilité des intervenants. Le deuxième frein, c'était le manque de connaissances en nutrition des personnes que l'on formait, avec des profils un peu différents et pas les mêmes connaissances en nutrition. Et le troisième frein, c'était que les acteurs locaux que l'on formait ont de nombreuses idées reçues et également un possible manque de neutralité sur certaines thématiques. Donc suite à cela, en fait, on a affiné du coup certains outils et changé en fait le concept un petit peu d'OptiCourse, et on a tout d'abord créé une première journée de formation, de sensibilisation pour les travailleurs sociaux. Donc c'est une première journée où on redonne les bases de l'alimentation, les bases de l'équilibre alimentaire. On redonne également des bases en éducation à la santé et on met en place un atelier dégustation à l'aveugle de produits. Et en fait, cette première séance permet de nous rendre compte si les profils des participants conviennent bien. Souvent, nous, dans les formations qu'on met en place, il y a toujours 3-4 personnes qui, en fait, travaillent ne mettent en place que les ateliers individuels, alors que nous, on met vraiment en place des ateliers collectifs, ou parfois, ce sont des gens qui, en fait, bénéficient exclusivement de l'aide alimentaire, donc ne vont pas faire des choix stratégiques au niveau de leurs courses. Donc voilà, donc cette première journée nous permet d'affiner en fait les profils ciblés. Et ensuite, on met en place, un mois après, globalement, ou 2,
les 2 journées de formation aux petits courses. Et donc là, on met en place 7 ateliers sur comment optimiser les courses avec un petit budget. Et donc, on distribue de nombreux outils associés aux ateliers, donc comme des petits dépliants sur les bons aliments de bon rapport qualité nutritionnel-prix, ou des petits porte-clés pour aider les familles à faire leurs courses en supermarché, ou également un carnet des achats alimentaires, où là, les familles doivent récolter leur ticket de caisse sur 1 mois, et ensuite les travailleurs sociaux peuvent leur faire une petite analyse individuelle pour les orienter en termes d'achat alimentaire. Et donc, l'objectif, nous, à terme, c'est de déployer les formations aux petits courses dans les 252 communes du programme Vivons en Forme. Actuellement, on a déjà fait une quinzaine de formations. Donc, c'est 1 journée, puis après 2 jours de formation. Donc, c'est vrai que ça mobilise du temps. Donc là, vous avez un exemple de la ville de Roubaix ou de la ville de Béziers. Et ce qui est très intéressant, c'est que voilà, d'une ville à l'autre, il y a certains ateliers qui fonctionnent mieux que d'autres. Et donc, du coup, ça permet de vraiment mettre en place des choses intéressantes pour les familles. Merci.